C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une nouvelle tentative de consolidation pour les indices actions en Europe. Notamment, la dernière tentative remonte à il y a 2 semaines, la semaine du 20 février. On a vu les actions européennes baisser d'environ 2%, puis semaine de rebond et donc nouvelle tentative de consolidation aujourd'hui, venant quand même pour l'indice CAC 40 d'un record arraché à plus de 7400 points en début de semaine. On se retrouve toujours autour des 7300 points et plus, même pour l'indice parisien, qui limite la baisse aujourd'hui après 2 séances de petites baisses. On tourne autour de l'équilibre. Toujours spectaculaire de constater la force, la résilience, la résistance des actions européennes avec une phase de consolidation ou de retracement qui est attendue par bon nombre d'opérateurs de marché et qui a toujours autant de mal à se mettre en place. Le point bas de la consolidation d'il y a 15 jours, c'était 7180 points sur le CAC 40. On est à 7320 points en cette fin de séance. Vous aurez le détail des infos clés de marché dans un instant avec Alix Nguyen. Le thème majeur, évidemment, qui reste à la une des débats de marché, c'est celui de l'inflation, l'obsession des inflations, avec une phase qui se complique un petit peu. On l'a ressenti à travers le discours de Jérôme Powell, le témoignage semi-annuel du président de la Réserve fédérale américaine qui se déroulait ces 2 derniers jours et qui marque, alors, non pas une volte-face, non pas une révolution, mais un infléchissement à nouveau du discours vers une position un peu plus agressive, alors que la Fed avait considéré à l'unanimité qu'il était approprié de revenir à un rythme de hausse de taux de 25 points de base lors de sa précédente réunion. Ce consensus semble désormais remis en cause dans la perspective de la prochaine décision de la Fed qui sera délivrée le 22 mars prochain. Dans l'intervalle, nous aurons la réunion de la BCE la semaine prochaine, le 16 mars, avec, alors si des questions se posent du côté de la Fed, elles se posent sans doute puissance 10 peut-être pour la Banque Centrale Européenne qui fait face non pas à une désinflation mais à une nouvelle remontée de l'inflation cœur qu'on a pu observer sur le mois de février. 50 points de base donc assurés la semaine prochaine et il y a sans doute de plus en plus de probabilités que la fois suivante, début mai, la BCE tape à nouveau de 50 points de base. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous nous focaliserons sur le secteur de la santé avec un thème qui est en train de monter en puissance, la révolution peut-être dans la lutte contre l'obésité, avec quelques grands laboratoires spécialistes notamment du diabète comme l'américain Lilly ou le nordique Novo Nordisk qui sont en train de découvrir que certaines molécules existantes efficaces dans le diabète apportent des éléments probants dans la lutte contre l'obésité. Beaucoup de promesses, de grands espoirs à ce stade et nous en parlerons avec une spécialiste du thème de la santé, la présidente de Trecento Asset Management, Alice Labousse, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance, mon ami, chaque soir avec vous, Alix Nguyen, les infos clés de marché. Ça semble compliqué pour les actions européennes d'enchaîner 3 séances de baisse. Le CAC 40 tourne autour de l'équilibre en cette fin de séance sans véritable tendance. Et oui, l'indice avance tout en retenue et la publication de nouvelles données sur l'emploi américain aujourd'hui à 14h30. Elle n'y a pas changé grand-chose, ni dans un sens ni dans l'autre. D'après le département du travail, la semaine du 4 mars, les inscriptions au chômage sont remontées à 211 000. Pour rappel, on attend demain la publication du rapport officiel sur l'emploi de février aux États-Unis. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à 2 ans aussi autour des 5%. La tendance est aussi à la hausse sur le rendement des emprunts d'État européens. Des valeurs comme Unibail Rodamco Westfield en font les frais. C'est d'ailleurs le plus fort repli du CAC. L'indice Stoxx 600 accuse la plus forte baisse sectorielle en Europe. Et puis côté sectoriel toujours, on notera une petite faiblesse aujourd'hui du côté du
compartiment des matières premières. Oui, à Londres, le groupe minier Endeavour chute après avoir annoncé être passé dans le rouge l'an dernier avec une perte nette de 66 millions de dollars. À Paris, ArcelorMittal et Eramet sont en baisse. Les valeurs pétrolières évoluent elles aussi dans le rouge. C'est le cas à Paris de Total Energy et Vallourec. Du côté des devises et du pétrole, le yen remonte face au dollar. Il profite d'achats à bon compte alors qu'une réunion de la Banque du Japon se tiendra demain. Pas de vraie tendance en revanche du côté des cours du pétrole. Et puis aux États-Unis, on retiendra en ce début de séance le mauvais début de séance justement du titre Tesla. De récents modèles de la marque sont sous le coup d'une enquête de l'Agence américaine de la sécurité routière. Cela fait suite à 2 signalements de voitures quasiment neuves dont le volant s'est détaché de la colonne de direction alors que les voitures roulaient. L'agence estime que plus de 120 000 véhicules de ce modèle sont potentiellement concernés. À Paris, Dassault Aviation décolle grâce à son avion de combat Rafale. Le groupe a enregistré un volume de commandes record. L'avionneur français fait état de près de 21 milliards d'euros de prise de commande, soit une hausse de 73% par rapport à 2021. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct, les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sandra Serva est avec nous, directeur adjoint de la gestion sous mandat de Ports-en-Par. Bonsoir Sandra. Bonsoir Yvan. Merci d'être là. Merci à Benoît Pelloual de nous accompagner également. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Vous êtes stratégiste de Vega IM et Vincent Juvins à nos côtés également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste de JP Morgan Asset Management. Vincent, 12 mois après la première hausse de taux de la Réserve fédérale américaine, il semble que la Fed ne soit pas encore totalement confortable avec la trajectoire de l'inflation et donc la trajectoire future de la politique monétaire américaine. La Fed qui, à l'unanimité, considérait en février, le 1er février, lors de sa précédente réunion, qu'il était approprié de réduire le rythme des hausses de taux, passant ainsi de 50 à 25. Ce consensus unanime semble désormais remis en question à 15 jours de la prochaine décision. Oui, et ça complique la vie des investisseurs, évidemment. C'était évidemment un schéma rêvé. On parlait de Goldilocks depuis le début de l'année, d'une banque centrale qui allait assez rapidement, finalement, se mettre en mode pause. Et puis ici, c'est vrai qu'il faut voir que, à la fois les indicateurs macroéconomiques depuis le début de l'année sont quand même bien meilleurs qu'attendus. Et on a une inflation qui, finalement, baisse sur le headline et reste relativement résiliente sur l'inflation sous-jacente. Donc c'est un problème. On a un marché du travail qui, certes, marque peut-être un peu plus le pas cette semaine, mais qui, globalement, reste très tendu. Donc c'est vrai qu'on a une Fed qui découvre comme nous une situation un petit peu inouïe d'une économie qui est ralentie tout de même, sans pour autant entraîner, malgré finalement une politique monétaire hyper restrictive, sans entraîner de déconvenues majeures dans l'économie. Donc c'est vrai que voilà, je pense que data dependent, c'est évidemment le thème du moment pour la Fed comme pour nous. On verra les datas, en tout cas sur le marché du travail encore cette semaine. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les données ne plaident pas pour un ralentissement, en tout cas du rythme de hausse de taux au niveau de la Fed. J'aurais parié en début d'année, je pariais sur ce même plateau pour un taux terminal à 5,25. Aujourd'hui, c'est clair que 5,25, en tout cas ce taux terminal est clairement remis en question avec les propos, en tout cas de cette semaine de Jérôme Powell. Je pense qu'il faut revoir sa copie et revoir un taux terminal potentiellement plus élevé. Les plus hawkish ces dernières semaines évoquaient le chiffre de 6%. Je trouvais ça tout à fait farfelu il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est très objectivement du domaine du possible. Est-ce que ce sera suffisant pour ralentir l'économie américaine, nous redonner un petit peu de marche sur le marché de travail, nous le verrons. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est plutôt cette perspective qui se dessine. Et il faudra évidemment en tenir compte dans son allocation. On a vu les taux remonter assez fort, et ça a été vraiment le point problématique pour un stratégiste multi-actif. Parce que c'est vrai qu'on pariait, nous, beaucoup sur l'obligataire depuis le début de l'année. C'est vrai que ça la performance de janvier sur l'obligataire a été complètement effacée. Là. Voilà, là, ça nous a quand même il y a du coupon quand même, mais plutôt fait mal. Alors, évidemment, ça devient chaque mois qui passe de plus en plus attractif. Là, 5% sur le 2 ans, comme l'évoquait Alix, c'est évidemment des points d'entrée qui sont particulièrement attractifs de notre point de vue, malgré en tout cas cette perspective, en tout cas de poursuite du resserrement monétaire de la Fed à 25 ou 50 points base. 5% en 2 ans, en dollars, je suis un acheteur. Je me rappelle très bien des débats il y a un peu plus d'un an, en début d'année 2022, où on commençait à réfléchir à la possibilité que la Fed, remonte ses taux, mais c'était pour, 3, 4 hausses de taux. On évoque maintenant un taux terminal à 6%.
Ouais. Non mais pour dire combien le monde change vite sur les marchés. Qu'est-ce qui explique, Benoît, que 12 mois après, et on parle de la Fed parce que, évidemment, c'est l'économie américaine qui est peut-être la plus avancée, alors dans le processus désinflationniste quand même qu'on observe depuis quelques mois. Qu'est-ce qui explique, avec l'intensité historique du choc de taux qui a été infligé en 2022, qu'est-ce qui explique que les banquiers centraux américains ne soient pas encore confortables et se montrent même peut-être encore impatients vis-à-vis de la situation d'inflation? C'est le phénomène de cette inflation départ transitoire qui s'est muée en une inflation qui est tout simplement, dont on est en train de réaliser, qui a toute une dimension qui est beaucoup plus persistante que ce qu'on pouvait attendre. Et surtout la réalisation que le seul moyen en réalité de la combattre, c'est le resserrement monétaire, c'est d'entraîner un freinage de l'économie, puisque les paramètres qui génèrent cette inflation ne peuvent pas se calmer naturellement, comme la dimension transitoire s'est déjà calmée. Si on regarde d'un point de vue un peu quantitatif les moteurs de l'inflation, d'un point de vue statistique, si on prend juste les commodities, c'est-à-dire qu'en plus on ne prend même pas les problématiques logistiques du coût des conteneurs, des semi-conducteurs, etc., on s'aperçoit qu'avant le pic de l'inflation, cette dimension-là expliquait grosso modo 80% de la variance du CPI. Aujourd'hui, passé le pic d'inflation, c'est moins de 40%. Ça explique moins de 40%. Et en revanche, ce qui a pris du poids dans le moteur de l'inflation, c'est les composantes des marges des entreprises et c'est également la composante salaire. Et donc, effectivement, c'est ça qui est nouveau. C'est ce qu'on essayait tous d'éviter au tout départ de ces pressions inflationnistes. Malheureusement, ça n'a pas été évité parce que tout simplement, ça a duré probablement trop longtemps et surtout parce qu'il y a eu une réponse à ces pressions inflationnistes à travers des hausses de salaire, à travers des politiques budgétaires, à travers aussi des augmentations de prix qui passent aux consommateurs de la part des entreprises. Et la vraie problématique, en réalité, c'est que cette dimension de l'inflation, elle ne peut pas disparaître sans rien faire. Autant la dimension transitoire pouvait se calmer avec un retour à la normale post-Covid des chaînes de logistique, etc., les hausses de salaire ne sont pas indexées à la baisse avec les chiffres de l'inflation. Même chose sur les marges. Le seul moyen de les combattre, c'est de passer par un freinage plus ou moins important de l'économie. Et le seul moyen de le faire, c'est à travers des hausses de taux. Donc, je rejoins complètement ce qu'évoquait Vincent. C'est ce qui change. On est obligé de se projeter dans un scénario de resserrement monétaire qui va être un peu plus dur et un peu plus long que prévu. C'était une intuition qu'on voyait venir et qui commence à être documentée, y compris par les banques centrales elles-mêmes. Le fait que les hausses des prix finaux passés aux consommateurs est servi en partie à compenser des hausses de salaire, mais est servi également en grande partie peut-être à reconstituer des marges, alors de manière légitime pour certaines entreprises et certains secteurs, mais peut-être pour d'autres, à reconstituer des marges au-delà des niveaux normatifs de marge qu'on connaissait avant crise, quelque chose qui est en train d'être discuté, débattu et qui commence à rentrer un peu dans le débat public. Du point de vue de la politique monétaire, qu'est-ce que ça change ? C'est là aussi où il y a une certaine nouveauté, c'est que ça concerne peut-être cette problématique des marges, peut-être un peu plus l'Europe que les États-Unis. D'accord. C'est plus prépondérant en Europe, cette question de l'inflation tirée par les marges, guidée par la reconstitution des marges ? On n'a pas les mêmes données pour faire la même analyse quantitative, on n'a pas les mêmes historiques, ni les mêmes données homogènes de salaire en zone euro pour le faire, mais il y a une forte suspicion que, autant aux États-Unis, c'est plus la dynamique des salaires qui est actuellement à l'œuvre, autant en zone euro, c'est plus cette problématique de marge des entreprises qui est un des moteurs importants de l'inflation. Donc oui, effectivement, c'est un sujet qui est en train d'émerger et c'est ça la nouveauté, je dirais, assez récente et c'est là où il faudra aussi être un peu... Enfin, nous, on se montre quand même relativement prudent sur les marchés européens après l'excellent parcours qu'on vient d'avoir. Une partie de l'explication de ce parcours repose aussi sur cette idée que l'inflation en Europe pourrait corriger plus rapidement que prévu parce qu'il y a cette dimension plus importante de matières premières. En réalité, il y a en tout cas ce risque qu'il ne faut absolument pas exclure, qu'on serait surpris d'une persistance plus importante de cette inflation en zone euro. C'est peut-être pas à travers des hausses de salaire aussi importantes qu'aux États-Unis, mais à travers des canaux différents d'indexation indirecte et la problématique des marges des entreprises. Donc voilà, pour nous, c'est effectivement un problème qui met à risque justement cette belle progression des marchés européens. Et ça reste un sujet qui doit être géré par la politique monétaire ou est-ce que c'est des questions presque microéconomiques ou sectorielles qui peuvent être adressées d'autres manières ?
Effectivement, la question se pose, mais j'ai du mal à imaginer que les entreprises, de leur bon gré, vont accepter d'avoir des marges plus faibles. En l'occurrence, le seul moyen de l'accepter, c'est un freinage de l'économie. Et le freinage de l'économie, il ne va pas arriver par magie, vraisemblablement, comme c'est toujours le cas lorsqu'on a un choc inflationniste. On a un resserrement monétaire qui a pour but d'entraîner un freinage de l'économie. Donc je pense que ça n'est pas différent de l'historique. Ça passe par un resserrement monétaire qui au-delà de l'ampleur, mais peut-être d'une durée plus importante que ce qu'on attendait, qui doit entraîner un freinage de l'économie pour calmer ces pressions inflationnistes. Sandra, quand on investit dans l'univers action, évidemment, les marges, c'est la clé de tout, et voir les marges progresser, c'est toujours une bonne nouvelle pour un investisseur action. Quand on regarde les choses d'un point de vue macroéconomique, oui, on se dit que cette question des marges qui entretiennent la hausse des prix, c'est un vrai problème pour l'inflation devant nous. Alors déjà, c'est un problème pour Christine Lagarde. Ça. Déjà, et donc pour nous tous. Mais elle l'avait indiqué, hein, je suis complètement d'accord avec la différence de levier inflationniste US versus zone euro. La partie salaire, c'est pas forcément le gros sujet en zone euro, effectivement. Non, mais il y a toujours le risque que ça le devienne. Avec la persistance du phénomène... Oui, mais on a des élasticités prix-salaire qui sont beaucoup moins fortes aux États-Unis, donc voilà, je ne suis pas certaine que ce soit le plus gros point. En revanche, quand elle disait effectivement, Madame Lagarde, que le pic était devant nous, oui, clairement, il est encore devant nous. Maintenant, c'est des sujets dont on parle aujourd'hui, mais qui avaient déjà été mis en lumière il y a quelque temps. À l'été 2022, le FMI avait déjà commencé à alerter. En septembre, il y a eu un rapport. Alors, il y a 2 points. Le premier, c'est ce fameux rapport qui a été publié en septembre et qui indiquait qu'en zone euro, 40% de l'inflation actuelle était inexpliquée par les modèles conventionnels. Donc bon, déjà c'est compliqué avec des armes conventionnelles de se battre contre une inflation qu'on n'arrive déjà pas à expliquer, première chose. Et c'est vrai que quand on resitue le contexte, post-Covid, on a des consommateurs qui ont de l'épargne, on a des entreprises qui se sont refinancées, on a des politiques budgétaires qui sont accommodantes et qui ont fait tampon au niveau de l'inflation. Là aussi, Madame Lagarde, elle ne se bat pas uniquement contre le dragon inflation, il y a les politiques budgétaires. Donc il y a déjà ce premier élément qui est difficilement quantifiable, mais qui est réel. Et après, on a effectivement l'augmentation des marges des entreprises. On a des entreprises qui ont bénéficié de manière tout à fait rationnelle, c'est l'homo economicus. On est dans un univers où on a la possibilité on a une demande qui ne faiblit pas, qui est là. On s'est tellement focalisé. Et donc on teste l'élasticité de sa demande finale. On ne se l'est pas encore pris dans le nez, c'est ça. Peut-être plus tard, mais en tout cas aujourd'hui on a une demande qui était là. Et puis en fait on s'est vraiment focalisé sur la demande en se disant quand est-ce qu'elle va baisser, etc. Qu'on a oublié l'offre. Et l'offre, ça fait quand même 2-3 ans qu'elle est sous contrainte. Et donc pour une entreprise tout à fait normale et rationnelle, quand on peut, on fait. On a effectivement les publications de résultats des entreprises européennes qui étaient plutôt bonnes. Quand on voit des effets volume faibles, à 0, avec des effets prix à 2 chiffres, des impacts sur les marges qui sont effectivement positifs, oui, on a. Là aussi, c'est difficile à quantifier. Mais on le voit quand on regarde un petit peu toutes les publications de résultats, que ce soit aux US ou que ce soit en zone euro. Mais moi, je suis assez étonnée qu'on soit ému de ça aujourd'hui. Tout à fait, voilà, pour être tout à fait honnête. Quand on dit que le marché action est un hedge naturel contre l'inflation, ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend qu'effectivement, on est protégé parce que les entreprises augmentent leurs prix. Aujourd'hui, les marchés actions européens font des pertes de X%, 20, 30% même pour certaines entreprises, parce qu'effectivement, il y a de la marge. Maintenant, il y a 2 questions. 1, est-ce que c'est maintenable? Est-ce que c'est durable, cette augmentation des prix? Je suis certaine que non. On va avoir de toute façon un ralentissement de la consommation européenne, de la consommation américaine. Donc, non, le consommateur ne sera plus forcément capable d'accepter des hausses de prix. Maintenant, l'autre question, et qui m'intéresse moi plus, investisseur equity, c'est est-ce que les marges sont pérennes? Et là, je suis un petit peu moins d'accord. C'est-à-dire qu'on peut quand même maintenir ces marges, même si on n'a plus de hausse de prix. On a différentes stratégies. On ne parle plus forcément de pricing power, mais de pricing. Je prends un exemple tout bête, c'est peut-être pas le bon exemple, mais je prends l'exemple d'LVMH. Elle va augmenter ses prix en Chine parce que la demande est forte. Et en revanche, sur la partie Europe et US qui cale un peu, ils vont faire attention. Il y aura certainement un petit effort, même si bon, en termes d'élasticité, c'est pas ceux qui ont le plus de problèmes. Mais en revanche, on le voit même dans d'autres secteurs, c'est tout à fait rationnel. On est dans un cycle où les entreprises peuvent augmenter leurs prix. Le jour où les volumes seront à risque, elles feront marche arrière. Et c'est le cas notamment sur l'agro et notamment aux États-Unis, où Walmart, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence en se disant qui va dégainer le premier et baisser ses prix pour capter des parts de marché.
Le problème, c'est que sur l'agro et en France, par exemple, dans un pays administré comme la France, on fixe quand même les prix sur 12 mois. Et c'est vrai que quand on voit la chute des coûts d'entrant pour certaines industries agroalimentaires, c'est vrai qu'on se dit, bon, est-ce que c'est vraiment le moment de fixer des hausses de prix sur la base des prix passés sur 12 mois devant nous encore? Sur Mais l'agro, c'est il y a peut-être d'autres très boîtes comme des spécifique. Costco, par exemple, où ça fonctionne par abonnement. Donc il y a toujours une possibilité d'eux. Mais en tout cas, les entreprises réagiront si les volumes sont à risque. Ça, j'ai aucun doute sur ça. Je me réfère, alors c'était le patron de Lufthansa ce matin. Alors lui, il est très content avec la rentabilité de ses vols. Et il dit, moi, je ne sais pas si je vais normaliser mon offre sur les niveaux d'avant-crise. Parce que avec une offre un peu contrainte, chaque vol est beaucoup plus rentable qu'avant. Hein. Oui. Donc je ne suis pas prêt à remettre tous les avions en circulation. Hein. Et en plus de l'augmentation des prix, c'est la shrinkflation. Essayez de trouver encore un journal dans votre vol Lufthansa ou peut-être chez Air France. Mais en tout cas, les journaux ont disparu des vols. C'est une des victimes. Essayez d'en trouver un dans votre hôtel. Enfin, je verrais partout moi qui voyage. Oui, bien sûr. Il n'y a plus de journaux. Hôtel, il y a plus de petits pots de shampoing. Il est fixé au mur et même dans les beaux hôtels. Enfin, je veux dire partout. Vous savez que vous pouvez l'avoir en tablette, le journal aujourd'hui, Vincent. Mais enfin, C'est plus écolo d'ailleurs. voilà, j'ai toujours affectionné en tout cas la version papier, mais en tout cas on le voit dans tous les services. Évidemment, cette shrinkflation est assez présente et ça a été aussi un vecteur en tout cas de protection et pour doper les marges. Et même, alors il y a shrinkflation et il y a excuseflation, c'est-à-dire que non mais c'est ça, c'est le nouveau concept. On parle des marges. Voilà, il y a cet esprit inflationniste qu'on n'a jamais connu et qui bénéficie à des entreprises qui n'imaginaient même pas un jour peut-être pouvoir monter leur prix de 10, 15, 20% pour certaines d'entre elles. Tout dépend de leur place dans la chaîne. Mais justement, c'est peut-être un peu ce qui est nouveau depuis le milieu. C'est vrai que sur ce processus de hausse des prix de la part des entreprises, effectivement, tout le monde en bénéficie au début. Et maintenant, et d'ailleurs, je pense que dans la réaction du marché aujourd'hui, il commence à y avoir un peu de discrimination entre celles qui vont être un peu plus capables, plus longtemps de le faire. LVMH, ces vraies valeurs de... On va voir les passagers clandestins du pricing power. À l'image de ce qui s'était passé dans la tech l'année dernière, où on voit les passagers clandestins, j'ai un peu le sentiment qu'on va voir les passagers clandestins du pricing power, en réalité, de l'effet d'aubaine. Et effectivement, c'est d'ailleurs, à mon sens, où on voit que la corrélation des valeurs de croissance avec les taux, elle est moins importante que l'année dernière, même quand les taux continuent se mettent de nouveau à monter depuis le début de l'année. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça plaide justement pour un retour à ces boîtes de croissance. Après, la contrepartie, c'est aussi le signe que on va progressivement anticiper le freinage du cycle. Parce que l'autre explication, c'est effectivement le côté demande. La croissance aux États-Unis, elle a surpris là, au tout début de l'année. C'est un peu mieux. Mais encore une fois, ce sont des effets extrêmement difficiles à lire parce qu'ils sont perturbés par les conséquences du Covid. Encore une fois, sur la consommation aux États-Unis, au-delà du marché du travail, il y a les ajustements d'indexation sur les cost of living adjustments. Les ménages modestes ont reçu un chèque 10% supérieur parce que c'est indexé sur l'inflation qu'ils ont très largement dépensé au mois de Encore en ce début d'année, c'est ça. Exactement. Ouais. Alors, d'après les données publiées sur les encours de cartes, etc., cet effet-là, il est déjà passé. On revient à une consommation qui a un trend qui n'est pas forcément super bon. Donc voilà, on sent que le mood est en train de changer et je rejoins ce que Vincent évoquait sur les opportunités sur les taux, etc., parce que oui, c'est plus la croissance progressive qui va être la problématique, conséquence de ce resserrement. On va voir, les passagers clandestins du pricing power. Sandra, vous êtes d'accord avec cette idée-là ? Oui, certainement. Ouais. Et alors, c'est qui les passagers clandestins du pricing power ? Moi, je regarde plutôt l'inverse. Oui, mais justement, mais en creux, moi, ça m'intéresse de savoir ceux que vous regardez pas. Ça m'intéresse. Non, moi, c'est surtout ceux qui, a priori, vont bien s'en tirer. On avait fait un audit sur ça et j'en parlais la dernière fois que j'étais là, le mois dernier, sur ces sociétés qui ont une faible volatilité des marges. Et c'est extrêmement important. Alors, bien sûr, on a eu un effet d'aubaine là, en fin 2022. Et ça se voit encore sur les T4 et ça se verra certainement au premier trimestre. Mais c'est ça qui est important. Et on l'a vu, notamment, je parlais de l'industrie, notamment en fin d'année dernière, qui était un gros call chez nous avec des leaders. Et c'est ça, en fait. On essaye de regarder, dans un premier temps, notre allocation sectorielle. Et qui est leader là-dedans ? Des Siemens, des Schneider, c'est des marges à 2 chiffres, quel que soit le cycle. Donc il y a aussi une efficacité opérationnelle qui est là, il y a des gains de productivité, il y a plein de choses pour maintenir les marges. C'est nouveau de se dire que dans ce secteur industriel lourd, il y a un pricing power qu'on n'a peut-être pas imaginé ou vu dans le cycle précédent. Non, mais ça change un peu le statut de ces entreprises, le statut boursier peut-être de ces entreprises. Oui, ça change. Alors, ils ont toujours eu l'étiquette de best in class, de toute façon, mais après, certainement, ça change un petit peu et on n'avait pas forcément en tête qu'il y avait du pricing power sur ce segment-là. Mais encore une fois, il faut se rappeler qu'il y avait aussi un problème d'offre.
Voilà. Et moins de cyclicité sur le Vincent. secteur industriel. On le voit notamment dans l'IT. On a quand même pas mal de boîtes qui sont devenues aussi des boîtes avec plus de volatilité sur les marges, sont devenues des boîtes quasi défensives. Allez, Des utilities, quoi. Voilà, Microsoft de ce monde et autres, Bah oui. aujourd'hui sont les stars des fonds dividendes actuellement, ont plus de sensibilité au cycle du tout. Et c'est vrai que ça les rend intéressantes dans le contexte actuel où, en effet, ça va quand même dans les prochains mois devenir un petit peu plus difficile pour les marchés d'actions. Un mot de la BCE, alors dans le sillage de ce qu'on a pu dire sur la Fed, même si les situations sont différentes, les questions qu'on se pose sur la Fed, j'ai l'impression qu'on se les pose puissance 1000 pour la Banque Centrale Européenne, avec en plus là un phénomène de réaccélération de l'inflation cœur depuis 2-3 mois, Vincent, qui passe pas inaperçu bien sûr. Et c'est ce que je comprenais il y a encore quelques jours, des prix dérivés de marché qui laissent suggérer qu'il y a peut-être à nouveau un risque de dérive des anticipations. Le 5 ans dans 5 ans en zone euro, alors qu'il est sans doute une mesure imparfaite, dérivée, etc. Mais voilà, repart quand même assez nettement à la hausse. Et d'ailleurs, se retrouve au même niveau que le 5 ans dans 5 ans américain. Le marché se dit, les États-Unis et l'Europe auront 5 ans dans 5 ans le même niveau d'inflation, autour de 2,5%. Non, c'est vrai que sur toutes ces variables, la belle histoire du mois de janvier commence à être un petit peu moins claire aujourd'hui. Il est certain, en tout cas dans les commentaires de la BCE elle-même, le ton a changé. C'était 2 fois 50 points base et puis après on verra. Et là maintenant, on verra, ça pourrait être 3 fois 50 points base. Ça pourrait suivre. Les marchés en tout cas commencent à l'anticiper. Et la réalité des chiffres est là. L'inflation cœur est importante. C'est vrai qu'on avait espéré que les prix de l'énergie baissant, ça allait finalement relâcher la pression sur les agents économiques, les entreprises, les ménages, sur les velléités de demander des augmentations salariales et ainsi de suite. Or, on voit que les prix ont certes baissé, mais restent évidemment élevés. Et on est dans ce contexte qu'on décrit tous ensemble où l'inflation est le sujet numéro 1 aujourd'hui aux 20h sur la plupart des chaînes de télévision, et à juste titre. Mais donc, elle s'installe dans l'esprit, en tout cas, des agents économiques que nous sommes. Et c'est vrai qu'on a quand même quelque chose qui est en train de se dessiner. Évidemment, le problème de la BCE, c'est que, comme d'habitude, pour des raisons évidentes, elle arrive évidemment en retard par rapport à la Fed. Elle arrive aussi en même temps avec la BOJ, où on a finalement Banque du Japon, un contexte de marché qui est moins facile pour normaliser cette année. Donc on verra évidemment sur l'environnement de taux ce que ça donnera. Mais en tout cas, les marchés sont moins convaincus du côté caractère transitoire, en tout cas de l'inflation sous-jacente, à suivre. On a quand même, on ne va pas dramatiser ce soir, on a quand même une belle courbe descendante sur l'inflation en Europe et ça devrait continuer. On s'était pris au mois de janvier à espérer qu'on pourrait toucher sur l'inflation globale 2% fin d'année. On est plutôt sur du 3 maintenant. Ça baissera sans doute un petit peu moins vite. Je pense que moi, il y a quelque chose qui me surprend depuis le début de l'année et que j'ai sans doute sous-estimé. En termes, on a vu en tout cas la normalisation des chaînes logistiques, la réouverture forte de la Chine. On avait beaucoup discuté de déglobalisation l'an passé et je pense que la plupart des économistes étaient accordés à dire que c'est pas la fin de la globalisation, on va sans doute vers une globalisation plus multipolaire. Il y avait peut-être certains plus négatifs qui disaient c'est la fin, mais en tout cas aujourd'hui je vois que ça s'accélère dans pas mal de secteurs d'activité. Sandra pourra peut-être en attester dans les entreprises qu'elle suit, mais moi je vois à la fois dans la mode, la fabrication de vêtements, l'industrie ou que sais-je. Essayer en tout cas de se désensibiliser à la Chine est devenu une stratégie qu'on voit quand même. L'exemple emblématique, c'est Apple qui fait un peu le forcing pour installer des implantations industrielles en Inde. Oui, c'est moins facile visiblement en Inde qu'en Chine, mais c'est quand même stratégique pour un groupe comme Apple. Pour des questions de sécurité de chaîne logistique, tout simplement pour des questions aussi d'image en Occident ou pour différentes, en tout cas, raisons évidentes, en tout cas de communication de la Chine, d'action de la Chine ces derniers mois. En tout cas, en Occident, c'est vrai que la perception de la Chine a été détériorée par rapport à ça et des entreprises qui, d'un point de vue image, veulent en tout cas rapatrier toute partie de leur chaîne de production. Et on commence, et on le voit d'ailleurs, que l'investissement des entreprises tient vraiment très très bien aux États-Unis et en Europe. Alors l'investissement résidentiel réagit bien au taux et se casse la figure, mais l'investissement des entreprises, lui, est toujours en progression. Et il y a vraiment, sans doute aussi, cet effet de réorientation de chaîne logistique qui vient encore en rajouter une couche, je dirais, sur la dynamique inflationniste. Ça alimente un cycle d'investissement qu'on attendait. De l'inflation aussi, mais un cycle d'investissement, effectivement. Compte tenu de l'augmentation. Et quelque part, le consommateur n'est pas toujours contre. Aujourd'hui, dans cette, en tout cas, contexte ESG, acheter proche de chez nous, consommer local et ainsi de suite, c'est quelque chose
pour lesquels les consommateurs sont... Il y a une demande. Davantage. Il y a une demande. Je reviens aux questions macroéconomiques, Benoît, la question du marché du travail, et on est en plein dans une séquence clé aux États-Unis, notamment avec la publication de différents indicateurs. Demain, le rapport mensuel sur l'emploi, mais on a eu d'autres indicateurs concernant le marché du travail américain, toujours dans la perspective de la prochaine réunion de la Fed le 22 mars. Ce marché américain, et vous êtes plongé dedans sérieusement, il est aussi fort que ce que laissent entendre les chiffres headline qu'on peut voir, 240 000 créations d'emplois dans le secteur privé, des inscriptions hebdomadaires au chômage, alors je crois qu'elles sont un peu supérieures à 200 000 cette semaine, mais qui sont quand même en moyenne toujours inférieures à 200 000, des ouvertures de postes toujours proches de 11 millions en janvier. Est-ce que c'est toujours une force incroyable du marché du travail, ou est-ce qu'il y a quand même, en se plongeant dedans, des signaux de faiblesse ? Il y a des signaux faibles d'une faiblesse du marché du travail aux États-Unis. Alors c'est vrai qu'il est encore toujours très solide, mais il y a quand même des choses qui soulèvent des questions. Et nous, on se pose la question de se dire, attention, est-ce qu'on ne va pas, au bout d'un moment, avoir un marché du travail qui résiste peut-être de façon difficile à expliquer, mais et qu'au bout d'un moment, il va finalement se dégrader peut-être plus rapidement que ce qu'on pouvait attendre. Encore une fois, à chaque fois on aborde les récessions, le taux de chômage il est au plus bas, hein, et derrière il remonte assez vite. En moyenne, quand la récession a commencé, le taux de chômage, 3 à 6 mois plus tard, il est au moins 100 points de base plus élevé. Donc ça va assez vite. Et donc l'idée, c'est d'essayer de regarder justement quels sont les signaux. Et oui, il y a des signaux de dégradation en réalité. Alors déjà, il y avait les effets saisonniers. Il faut bien avoir en tête que ça levait pas mal de suspicions quand même, ces chiffres, avec un ajustement saisonnier quasiment le plus élevé historiquement. Mais en réalité, quand on regarde l'économie américaine, elle a créé énormément d'emplois à temps partiel, a multiplié les personnes qui cumulent des emplois. Et les emplois à temps plein, elle n'en a quasiment pas créé depuis le mois de mars l'année dernière. Quand on regarde effectivement la perception des entreprises à travers les différentes études, donc bien évidemment ce qu'on appelle les soft data, mais quand on regarde ces indications-là, les velléités d'embauche des entreprises américaines, elles sont quasiment au plus bas depuis le moment le plus dur du Covid. Et même chose sur ces chiffres qu'on commande souvent des emplois non pourvus aux États-Unis, toujours très élevés, on voit que dans la perception des entreprises, ça a déjà pas mal corrigé, ça continue de corriger, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'emplois non pourvus. Donc il y a quand même une inflexion qui se dessine. Et ce qui nous semble important, c'est la perception de la part du consommateur de ce marché du travail. Et parce qu'en réalité, on a le taux d'épargne qui remonte, on a le crédit à la consommation qui a atteint un plus haut, et même chose, vu le niveau, la remontée des taux, ça ne va plus vraiment être un soutien pour le consommateur. Il ne reste plus que la confiance dans le marché du travail pour le consommateur. Même chose, elle est en train de se dégrader. On voit ceux qui considèrent que c'est plus difficile de se faire embaucher, c'est en train de remonter en relatif aux autres. Le taux de démission est en train de bouger. Donc il y a ces signaux faibles. Et donc en réalité, j'ai l'impression que les marchés ont toujours tendance à vouloir anticiper particulièrement, en tout cas, les effets économiques très rapidement. Mais ça prend du temps. La transmission de la politique monétaire, ça prend du temps. C'est une question de délai. C'est plus qu'une question de faiblesse de la transmission, c'est une question de délai de la transmission. C'est ça. Et en réalité, quand on regarde les délais de la transmission de la politique monétaire, qu'on fait des comparaisons historiques, on est dans les temps de passage habituels. Encore une fois, quand la politique monétaire devient restrictive, c'est 8 à 10 mois plus tard que l'activité passe en contraction. On est exactement dans ce timing-là. Ça peut être un peu décalé parce que, effectivement, on a les effets Covid, on a le déstockage des entreprises qui a aidé. Enfin, on a tout un tas de problématiques qui perturbent la lecture, mais fondamentalement, il n'y a pas d'anomalie sur le délai de transmission de la politique monétaire. Donc, voilà, encore une fois, il faut regarder historiquement, si on prend le cycle précédent, la courbe des taux en 2007, 2008, 2009, la courbe des taux elle a été inversée 24 mois avant d'entrer en récession. C'est ça. 2 ans. Donc, on n'est pas encore dans cette dimension-là, mais voilà, il faut laisser à la politique monétaire le temps de faire son œuvre, et elle se fait dans l'économie réelle. Je terminerai là-dessus. Les conditions de financement sur les marchés, c'était un peu allégé, c'était une problématique, etc. Pour Main Street, pour le consommateur, ça s'est durci très significativement. Les conditions d'octroi de crédit se sont considérablement resserrées aux États-Unis, et les banques perçoivent une demande de crédit, même sur la dimension consommation, maintenant, qui se dégrade depuis quasiment la fin de l'année dernière. Donc elle se transmet, cette politique. Oui, on est dans les temps de passage, et vous dites attention, parce que à un moment, ça peut aller vite aussi. C'est-à-dire qu'on ne pilote pas la remontée du taux de chômage. C'est comme quand le truc est sorti, c'est compliqué. Je disais que sur 10 des 11 récessions précédentes, chaque fois que le taux de chômage aux États-Unis avait été remonté de 1%, il remontait encore de
1% au moins en plus. Exactement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu le taux de chômage remonter, après c'est compliqué de l'arrêter tout de suite de manière immédiate. Et surtout, c'est déjà beaucoup trop tard, puisque c'est déjà le signe qu'on est dans une situation économique difficile. Et donc voilà, ça peut aller effectivement très vite. Et il ne faut pas être surpris de voir que pour l'instant, la transmission s'effectue. Attention, la dégradation, on va la voir. C'est encore une fois, la lecture est très perturbée, mais elle va arriver. Non, le marché du travail ne sera peut-être pas la variable la plus pertinente pour suivre cela. On est dans une situation quand même démographique. C'est eux qui nous mettent le nez dessus. Hein, oui, on a une situation démographique inouïe où on a un choc d'offres de travailleurs aux États-Unis qui est du jamais vu. Des années Trump, années Covid, déficit d'immigration. On réouvre les vannes pour l'instant, ça va peut-être aider, mais les baby-boomers qui partent massivement à la pension, quand on voit le taux de participation des plus de 50 ans, c'est une lourde chute à laquelle on observe aux États-Unis actuellement. Donc c'est vrai que là, le marché du travail opérera sans doute de manière tendue pendant encore un certain temps. Si on espère que Powell sera justement patient, un peu plus. Ouais. On verra, c'est une question aussi de risk management. Moi, j'adhère plutôt à la théorie du petit pas, du 25 points de base et attendre de voir les statistiques. Après, a priori, j'avais pas le nez creux. Le mois dernier, quand on s'est vu, je pensais que Jérôme Powell serait un bad cop. Je me suis ratée. Non, mais il a été un mois après. On verra. Le discours qui tient cette semaine, on l'attendait pas. Explicitement, il ouvre la voie à 50 points de base lui-même. Il laisse pas les autres faire le travail. C'est lui qui le dit. Et bon, on verra si les signaux faibles d'affaiblissement du marché du travail sont suffisants à ce stade pour écarter cette option. On l'a vu tout de suite. La réaction était sans appel. Les probas de hausse de taux de 0,5 sont passés de 75% à 30% en une journée. Et puis, ce qui est notable aussi, parce que je vois pas mal de littérature sur ça, c'est l'écart, le fameux écart 2 ans 10 ans. On en parle beaucoup. Ça a touché 109 hier, pour être exact. J'étais à 106, c'est 109, parce qu'on mesure ça au point près maintenant, bien sûr, l'inversion de la courbe. Exact, il y a beaucoup de littérature sur la corrélation entre le franchissement des 100 BP et une récession ex post. Alors, pour avoir regardé, c'est arrivé à une seule période, 79-81, je crois qu'on n'en est pas là. On avait atteint des spreads à plus de 230, 240. D'inversement ? Ah ouais, d'accord. Donc bon, il n'y a pas de... On n'est pas dans le même contexte, inflation à 13 et quelques, taux de chômage de dingue. En revanche, est-ce qu'il y aura un effet d'apprentissage ? La deuxième récession de 81, c'était une politique monétaire beaucoup trop restrictive. On verra. C'est pour ça, on verra. 6% sur le taux directeur américain, c'est un univers qu'on ne connaît pas. Enfin, que nous, on n'a pas connu. Mais encore une fois, historiquement, au-delà du délai de transmission, et même l'ampleur, dans un pic inflationniste majeur, si on regarde historiquement, la mesure préférée de l'inflation core de la Fed, il a toujours fallu un Fed Funds au-delà de ce niveau-là. On y est, 4,7 pour le corps PCE, on va être au-dessus. Donc historiquement, comme vous dites, on est dans les temps de passage et dans la mesure historique de la lutte contre l'inflation. La problématique, c'est qu'on n'a jamais échappé à une récession pour le faire. Sandra, sur la logique de marché, donc, le cash, c'est bien, mais le CAC, c'est mieux. Toujours. Moi, on verra à la fin de l'année, mais oui, non, c'est sûr. Sur 3 mois, 2 mois et demi. Restons prudents. Il n'y a pas de match. Moi, je vois toujours des risques aussi. Alors, moi, je suis Team Europe depuis un petit moment, et voilà. Bienvenue au club. Les US, je vois plus un risque baissier, ne serait-ce qu'en termes de valo. On est encore au moins 10% au-dessus des moyennes. On a un taux sans risque à 4 et quelques, voire un peu plus, et des primes de risque qui sont écrasées. Donc, pour moi, pas besoin de surpondérer les US. On a encore un risque haussier, ne serait-ce qu'en termes de valorisation sur le marché européen. Même dynamique, on est à peu près sur des 10%. Et puis on a des facteurs vraiment de soutien. Les publications d'entreprises, on en parlait tout à l'heure, on ne va pas refaire une tartine sur les marges, mais effectivement, ça a été plutôt bénéfique pour les marchés. On a, même s'ils sont pas... Ils restent positifs, les bénéfices pour l'année 2023, même si ce n'est pas des hausses importantes, ils restent positifs. On a du rachat d'actions également. Beaucoup de boîtes annoncent du rachat d'actions. C'était le sport national américain, c'est devenu le sport national européen. Des boîtes comme CRH, par exemple, qui annoncent des rachats d'actions de 8% de la capitalisation, c'est quand même assez énorme. La Chine, il faut en parler aussi. Premier partenaire commercial de la zone euro. Donc, pour peu que la zone euro, en termes de conso, ça baisse au niveau américain et européen, si la Chine peut prendre un peu le relais, j'entends. Alignement des planètes, pourquoi pas, j'adhère. Et puis, il y a aussi une question de flux.
C'est vrai que, je reprends Ouais. Fox News à l'époque. Moi, ça m'avait blessé. Ils avaient dit no-go zone pour la zone. Ah ouais. Voilà, donc Oui. effectivement, c'était une no-go zone il y a encore un an. Et aujourd'hui, même les Américains viennent acheter. Ouais, alors je regardais, j'ai pas eu l'impression que ce soit encore aussi évident Massif, que ça, non. ni massif. Je Non. vois même là, C'est sur le les symbole, mesures hein. BOFA, C'est le symbole, PFR, c'est tout. c'est pas évident, c'est pas un flux continu semaine après semaine, et là c'est même plutôt une décollecte depuis 2 semaines sur les fonds actions Europe. Exactement, mais moi, si on prend le rallye, parce que ça, c'est le cadrage year to date. Si on regarde Ouais. sur le rallye qui, pour moi, commence à partir d'octobre, effectivement, on a commencé à avoir de l'intérêt sur la zone euro. Et puis, il y a des secteurs qui performent excellemment bien. Là, je parlais simplement des révisions, mais en regardant l'indice, on a des secteurs, un secteur bancaire, un secteur du luxe. Pour moi, si je suis un peu provoque, il faut avoir autant de banques que de luxe dans son portefeuille. Il faut être massivement. nouveau, ça, hein. Je ne suis pas très originale en parlant de luxe, mais quand on a des révisions bénéficiaires de plus de 5%, effectivement, il faut y aller. Et puis les banques, pareil. Oui, c'est à plus 20, plus 25 les banques, hein, c'est ça. Oui, depuis et le puis début les d'année, révisions bénéficiaires sont à peu près à ces niveaux-là aussi. Malgré Oui, donc que c'est cohérent, c'est pas... c'est plus que cohérent, c'est oui. qu'en plus de ça, on a encore du potentiel d'appréciation. Ouais. Vincent, sur la logique d'investissement, puis je voulais bien qu'on dise un mot de la Chine. Alors, on a eu en tête la reprise de la consommation, la violence du mouvement sur les actions chinoises entre novembre et jusqu'à fin janvier. Et le mois de février a été non seulement un coup d'arrêt, mais un retracement un peu visible, peut-être même des actions chinoises. Ouais. Alors, la Chine, je pense qu'on peut déjà la jouer, comme Sandra l'évoquait, sur le luxe en France. 2,6 trilliards de dollars d'épargne excédentaire accumulés pendant les différentes périodes de conflit en Chine. On commence à le voir assez bien dans les rues parisiennes. Ce cash va être quand même dépensé assez largement, comme nous l'avons fait en son temps. Donc, je pense que ça, c'est déjà une manière de l'aborder. Donc, en tout cas, via les sociétés occidentales qui profitent de la consommation en Chine. Alors, je pense que sur le secteur des services, c'est certainement très clairement quelque chose à faire. Il y a un problème en Chine, c'est que, d'un point de vue macroéconomique, on ne voit pas beaucoup de grandes idées pour l'instant. Objectivement, Xi Jinping est un peu en panne d'inspiration depuis 18 mois. Le 20e congrès du Parti communiste chinois n'a pas donné lieu à de grandes avancées, si ce n'est en tout cas le grand engagement sur la transition énergétique et ainsi de suite, où ça reste en tout cas une filière qui est en tout cas particulièrement intéressante en Chine. Sur le reste, on le sent un peu en panne d'inspiration, ou peut-être en panne de capacité réellement d'action. On voit avec finalement une ambition en termes de croissance qui a quand même été revue sensiblement à la baisse. On sent qu'il n'y a pas beaucoup de leviers qu'on peut activer aujourd'hui pour relancer la machine. On est quand même toujours avec un secteur immobilier fragilisé. Dès lors, malgré une inflation qui est faible en Chine, la PIB aussi, elle est quand même relativement bloquée dans sa capacité, évidemment, à baisser les taux pour relancer un petit peu la dynamique. On ne peut pas faire comme en 2008, un plan de relance où on ouvre toutes les vannes du crédit et on lâche la machine, c'est pas possible. Et puis, il y a un déficit d'image. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tous envie d'être positifs sur la Chine. Valorisation, perspective de croissance bénéficiaire, orientation sectorielle, enfin, tous les indicateurs sont au vert, objectivement, pour ce marché. On est surpondéré sur la Chine, soyons clairs. Mais c'est vrai que sur la dynamique de flux, il y a aujourd'hui quelque chose qui est pas au rendez-vous. Et on sent que les investisseurs globaux ont pas l'appétence, en tout cas, pour le marché chinois actuellement. Pour dire les choses un peu simplement, il y a eu la rencontre Biden-Xi Jinping en novembre, je crois. Et ça fait beaucoup de bien. Et voilà, qui était vécu comme un signal. Tiens, il y a peut-être différence. une fenêtre de tir, de stabilisation de la relation chine-US. Et je crois que l'affaire du ballon a quand même fait voler pas mal de choses en éclats. Donc, voilà, ça c'est une certitude et on sent que dans la dynamique de flux, les flux ne sont pas là. Néanmoins, les valorisations sont toujours extrêmement attractives et soyons réalistes, la réouverture de la Chine, même sans grande inspiration en termes de politique économique, va être un boost quand même assez important pour pas mal de secteurs d'activité, sans compter que, en tout cas, la Chine profitera en tout cas pas mal d'autres marchés. J'ai envie en tout cas de compléter les propos de Sandra sur un deuxième secteur. Alors là, on ne parle plus de la Chine, on revient en Europe, mais c'est vrai que les banques aujourd'hui, devenir actionnaire de sa banque, ça reste quand même une bonne idée à ce stade de l'année. Je serais plutôt, moi, nuancé sur les marchés d'actions, vous l'aurez compris, certainement après la remontée du CAC 40 et des indices européens depuis le début de l'année. L'Europe, on l'avait bien joué. Aujourd'hui, j'en rajouterai pas. Je serais plutôt neutre au maximum. Par contre, sur mais sectoriellement, oui, ou sur des thématiques, oui, bien sûr. Des bonnes choses à faire. Je trouve qu'on est encore à 0,7 en termes de price to book sur le secteur bancaire européen. Même si le marché ne fait plus rien, on a 5% de rendement de dividendes. Et en tout cas, le secteur qui a des marges aujourd'hui qui crève le plafond,
non, c'est vraiment les banques. L'environnement de taux, c'est évidemment bienvenu. Donc, les banques, le luxe, je souscris assez bien à ces idées. Et la Chine, en tout cas, ça reste une bonne thématique. Mais voilà, on verra sur les flux dans les prochains mois. Benoît, dans les signaux faibles là, que vous évoquiez, alors c'était intéressant, avec le discours un peu plus au quiche de Jérôme Powell et le repricing immédiat des marchés obligataires en début de semaine. Il y a encore quelques temps, le Nasdaq aurait pu perdre 3-4% sur une journée comme ça, sur un discours comme ça, en mode un peu Jackson Hole bémol, quoi. Et en fait, là, vous dites, on commence à avoir quand même une résilience, une résistance de ces indices à forte pondération technologique. La tech, de façon plus générale, c'est valeur de croissance. Et justement, la tech, il y a un effet un peu spécifique, c'est que la tech est un segment... On évoquait un peu le même phénomène sur les valeurs industrielles. C'est un secteur qui est beaucoup moins cyclique qu'auparavant. Les business qui reposent sur de l'abonnement, etc. Enfin, les valeurs de tech, c'est plus... On n'achète pas l'espoir de croissance future. C'est parmi les boîtes les plus rentables du monde, pour celles qui, en tout cas, font bouger un indice. Et je pense que c'est un raisonnement qui est général pour les valeurs de croissance. Effectivement, maintenant, de plus en plus, la problématique inflationniste, hausse de taux, c'est pas encore le cas, ça peut encore continuer, mais va progressivement laisser la place à la problématique de la croissance qui freine. Et on reste assez convaincus que dans ce contexte-là, de courbes de taux très largement inversées, c'est pour ça que je mettrai un bémol notamment sur le call sur les banques, et dans cet environnement-là, et de croissance qui freine, on risque d'avoir pour nous en tout cas le retour de cette logique de constitution de primes de valorisation pour la qualité, pour la visibilité sur les résultats. Et c'est vrai que par rapport à l'historique, il y a un secteur qui ressort de ça, c'est justement la tech, qui est probablement... en tout cas, pour celles qui pèsent très lourd dans les indices, ça a un peu changé de statut, offre plus de visibilité qu'auparavant, moins de cyclicité. Sur une décennie, les EPS de la tech, la volatilité a été divisée par 2. Donc, c'est clairement un secteur différent. Et nous, c'est effectivement à travers cette logique relative qu'on appréhende les marchés. Donc, on reste quand même relativement prudent, effectivement, sur le marché action. Je rejoins exactement ce qui vient d'être évoqué. Mais on fait de la logique de relative et on revient progressivement sur ces thèmes plutôt croissance qui offrent plus de visibilité. Ouais. On n'a pas le temps d'ouvrir le débat, mais je voulais vous poser la question, parce que je sais que vous suivez ça de près. Alors, c'est pas la naissance de l'IA aujourd'hui, mais évidemment, tout le monde a en tête ce que OpenAI et ChatGPT apportent à la visibilité de l'IA générative, comme on dit. C'est l'analyse de Forrester, je crois, aux États-Unis, qui disait ça il y a quelques mois. C'est peut-être le moment iPhone de l'intelligence artificielle. C'est le moment où l'usage grand public explose. En tout cas, oui. En tout cas, ça fait très longtemps qu'il y a un débat sur les progrès engendrés par la tech et notre productivité, et qui ne sont pas probants en réalité. On voit bien que notre productivité ne fait que décliner. Est-ce que, comme la transmission de la politique monétaire, c'est simplement une question de délai et que ça doit se généraliser? On y est peut-être, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, effectivement, c'est un sujet, malgré toutes ces innovations technologiques, on voit qu'on a encore un problème de déficit de gain de productivité dans le monde développé. Ouais. Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Benoît Pellol, stratégiste de Vega IM, Sandra Servat, directeur adjoint de la gestion sous mandat de Ports-en-Par, et Vincent Juvin, stratégiste de JP Morgan Asset Management, étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la santé, le secteur de la santé au sens large, avec un focus spécifique sur les avancées ou les promesses d'avancer, les espoirs d'avancer en matière de lutte contre l'obésité à travers différentes annonces récentes en la matière provenant de grands laboratoires, souvent des spécialistes d'ailleurs de la question du diabète. Alice Labouze est avec nous en plateau pour en parler. Bonsoir Alice. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Ravi de vous retrouver. La santé, c'est la thématique historique de Trecento Asset Management. Vous êtes la présidente de Trecento. Oui, je voulais vous entendre sur cette question. Alors, ça vient d'un laboratoire comme Lilly aux États-Unis, mais aussi de Novo Nordisk en Europe, des grands spécialistes du diabète qui sont en train de nous dire en gros que il y a des molécules qui marchent dans le diabète, mais qu'on peut appliquer également. Alors, dans des traitements de fond, c'est toute la question contre le phénomène mondial qui est l'obésité et qui est évidemment un coût économique important.
Et oui, donc on va peut-être commencer par les chiffres de l'obésité qui ne sont pas forcément très drôles. 1 milliard de personnes dans le monde seraient touchées par l'obésité. Et effectivement, c'est un surcoût important pour les systèmes de santé parce que ça induit des pathologies que vous connaissez, les problématiques cardiovasculaires, les cancers, mais aussi le fameux foie gras, la maladie NASH, le foie gras humain, on va dire. Oui. Et donc toutes les conséquences que ça peut, et même sur les questions de prothèses de genoux ou de hanches, évidemment, quand on est en surpoids, on a ce genre de problème. Donc, évidemment, les grands laboratoires pharmaceutiques ne rêvent que d'une chose, c'est de trouver une solution à cette problématique qu'est l'obésité. Alors, effectivement, le diabète, en fait, le sujet, bon, il y a 1 demi-milliard de diabétiques dans le monde. Donc, c'est aussi un marché relativement intéressant pour les laboratoires pharmaceutiques qui ont développé des solutions. Et vous savez, il y a 2 types de diabète. Vous avez le diabète de type 1, qui est celui que vous avez par hérédité, on va dire, si vos parents, vos grands-parents ont du diabète. Donc là, c'est un autre traitement. Et vous avez le diabète de type 2 qui représente 90% des gens qui ont du diabète dans le monde. Et là, donc la première des choses qu'on vous dit, c'est faites du sport, mangez mieux. Bon, une fois que vous avez fait ça, mais si ça ne passe pas, on vous donne en fait ce qu'on appelle des antidiabétiques. Alors, vous avez plusieurs variétés, on va en parler. Et puis, à la fin, on vous donne de l'insuline parce que vous devenez insulinodépendant, vous ne produisez pas assez d'insuline, donc vous devez vous injecter de l'insuline. Mais entre le faire du sport et manger mieux et se piquer à l'insuline, il y a eu beaucoup d'innovations. Et dans ces innovations, les premiers, ça a été Eli Lilly, et puis ensuite, donc ils sont des géants américains en fait dans ce domaine-là, et ensuite Novo Nordisk, le danois, qui ont développé des solutions qu'on appelle des inhibiteurs de GLP-1. Alors ça peut paraître compliqué, mais en réalité, ce sont des médicaments qui vous permettent de produire naturellement plus d'insuline, qui vont vous permettre de digérer de manière beaucoup plus lente et qui vont activer dans le cerveau une espèce de solution qui va vous permettre d'avoir de la satiété de manière beaucoup plus rapide. Et puis, il y a eu une guerre qui s'est organisée entre Eli Lilly et Novo Nordisk, qui va sortir le super médicament, voilà. Mais simplement, ils se sont rendus compte, en faisant les études au fur et à mesure, que les gens maigrissaient. Ouais. C'est-à-dire que voilà, ces diabétiques en fait maigrissaient en prenant ces médicaments. On arrivait à revenir en arrière. En partie. Oui, alors pas sur le diabète. Enfin, non, pas sur le diabète. Ça traite, mais c'est un traitement à vie, donc c'est quand même pas négligeable. Mais on s'est rendu compte que les patients maigrissaient, et donc on s'est dit tiens, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'obésité ? Des études ont été faites, et la réponse a été oui. C'est Novo Nordisk qui a attaqué d'abord avec un médicament et qui a réussi à faire autoriser la mise sur le marché pour des obèses d'une gravité quand même très très importante. On parle pas de non, on parle de médicaments. Oui, on parle de traitement. Oui, c'est pas le Summer Body. Oui, non, c'est pas le Summer Body, oui. Avant le bikini du mois de juillet. Donc, et alors, évidemment, donc, autorisation de mise sur le marché, mais là, détournement important et scandale, on va dire, qui vient un peu du monde de l'influence, mais pas seulement. Elon Musk lui-même, en fait, a vanté les mérites. Alors, je vous donne le nom, ça s'appelle Ozempic, donc c'est le médicament qui a été développé par Novo Nordisk. Il faut savoir qu'ils ont créé ensuite plusieurs nouvelles générations dédiées à l'obésité, mais tout vient à peu près de la même solution, donc qui s'appelle Ozempic. Et en fait, vous avez des influenceurs qui ont commencé à dire moi, je m'injecte de l'Ozempic, donc c'est super parce que je perds beaucoup de poids. Et effectivement, ils perdent du poids. Juste une petite question, un petit quiz sur TikTok. Là, à ce jour, le hashtag Ozempic, combien de fois à votre avis ? Je sais pas. Des millions ? 500 millions de fois. D'accord. 500 millions, donc c'est absolument colossal. Et vous pensez bien que c'est pas que des gens qui sont diabétiques, bien entendu. Non. Et donc vous avez en fait un espèce de détournement. En fait, on parle bien de traitements qui sont des traitements sur ordonnance. C'est pas de l'OTC qu'on trouve au coin de la rue. Vous ne pouvez pas aller voir votre pharmacien. D'accord, donc c'est un vrai détournement. C'est un détournement, c'est des accords qui peuvent être trouvés avec des médecins, ce genre de choses. Au-delà de ça, on parle juste de... Parce que, est-ce que ce sont juste des pilules coupe-faim, et en plus je dis pilules, alors que pour l'instant ce sont des traitements plutôt en injection. Ils ont fait les deux. Maintenant ils ont fait des oraux qu'on peut manger. Oui, ce qui est une simplification quand même aussi de l'admission du traitement. Est-ce que c'est juste de la pilule coupe-faim ou est-ce qu'ils observent des effets physiologiques qui permettent quand même de maintenir la perte de poids dans le temps et d'éviter le côté stop and go de ceux qui essayent de faire des régimes ou de prendre des coupes-faim, etc. On estime que si vous arrêtez l'Ozempic, en fait, les 2/3 de votre poids initial sont repris au bout d'un an. D'accord.
sauf si vous changez évidemment drastiquement vos habitudes alimentaires et vous augmentez votre Donc c'est pas sport. encore En fait, il n'y a pas encore de solution miracle pour la perte de poids. On n'a pas du tout trouvé, c'est le rêve absolu, parce que c'est un marché qui est colossal, mais c'est sûr qu'on n'a pas trouvé ça. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des effets secondaires qui sont gravissimes, enfin qui sont quand même compliqués. Vous avez des diarrhées, des vomissements, des déshydratations assez importantes, donc il y a quand même des inconvénients significatifs. Et le problème, c'est que ça crée une pénurie sur ce marché-là. Parce qu'en fait, les diabétiques, ils ont besoin de ces médicaments. Et en fait, les TikTokers et compagnie font la promo de ces produits-là, mais en fait, ça a créé, là j'ai les chiffres, rien que sur l'année dernière, au 4e trimestre, vous avez une augmentation de 63% des ventes du fameux Ozempic. Et je ne pense pas qu'il y ait eu 63% d'augmentation du nombre de diabétiques dans le monde, vous voyez. Et ça crée une vraie pénurie. Donc vous avez des investissements maintenant colossaux qui sont mis en place, notamment par Novo Nordisk, pour essayer de trouver des nouveaux centres de production et de doter en production le monde, parce qu'ils étaient déjà tendus avant que les influenceurs s'y mettent, si vous voulez. Donc là, c'est un petit peu la catastrophe. Ouais. Or, c'est dramatique vraiment pour les diabétiques. Il ne faut pas oublier que s'ils ne peuvent pas prendre leur traitement, ils peuvent avoir vraiment des choses très, très graves. Ouais. Donc c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qu'ils disent des perspectives, ces groupes-là, notamment Novo Nordisk? Est-ce que ça change les perspectives de moyen long terme de ces entreprises? Est-ce qu'on parle de potentiels blockbusters? Est-ce qu'il y a de la place pour améliorer encore ces traitements partant des molécules utilisées contre le diabète? Est-ce que c'est un domaine et une indication dans laquelle, là, il y a des efforts d'investissement qui vont se faire au-delà de l'existant? Ils ont bien compris que le marché était quand même très important, donc bien sûr qu'ils continuent à investir et surtout à essayer de trouver des espèces de cousins à leurs molécules actuelles qui seraient plus adaptés à la perte de poids. Mais à ce stade, comme je vous disais, il n'y a pas du tout de solution miracle qui vous permettrait de prendre pendant un an des médicaments et puis terminer, ça y est, vous êtes mince et beau sur Instagram. Donc les investissements sont massifs, mais par contre, si vous voulez, d'abord, pour des sociétés comme Novo Nordisk ou Eli Lilly, ça peut représenter jusqu'à 30-40% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même assez important. Donc, ça compte pour eux. Mais ils n'évoquent pas... Enfin, ils ne vont pas dire qu'ils vont investir beaucoup pour répondre à la demande mondiale qui est hors autorisation de mise sur le marché. Vous comprenez bien que ça n'est pas possible. Donc, après, la tambouille interne, ça, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, c'est stratégique. L'obésité est stratégique pour ces laboratoires pharmaceutiques. Ils se sont rendus compte que certains traitements avaient des effets positifs. Maintenant, il faut réussir à faire en sorte que ça dure sans avoir à prendre le traitement à vie. Et surtout, ce phénomène qui consiste à changer les autorisations de mise sur le marché ou à les détourner sont quand même très dangereux. Il faut être vigilant là-dessus. Mais c'est ça, la frontière qu'ils recherchent, c'est des traitements qui permettraient effectivement de maintenir dans la durée une perte de poids effective, je ne sais pas, de 10, 15, 20, 30% peut-être partant du poids initial. La révolution, ce serait ça. Bah oui, vous pensez bien que vu la situation dans laquelle on est au niveau mondial et le drame de l'obésité, c'est vraiment l'objectif. Après, on n'y est pas du tout. Non. On n'y est pas du tout. Mais bon, c'était le sujet du moment quand même, effectivement. Exactement. Jusque sur TikTok et à commencer peut-être même par TikTok. Vous avez les sœurs Kardashian par exemple qui ont minci de manière incroyable. Alors il paraît qu'elles font beaucoup de sport, semble-t-il. C'est peut-être le cas, mais elles ont fait enlever des prothèses aussi, donc peut-être que ça a un impact. J'ai pas été updaté récemment sur le sort des sœurs Kardashian, mais je vais aller regarder ça de près. Merci beaucoup Alice Labousse qui était avec nous et qui vient régulièrement parler des thèmes de santé et d'investissement dans la santé et la robotique. C'est l'autre thème majeur que vous adressez chez Trecento Asset Management. Alice Labousse, présidente de Trecento AM, qui était l'invitée du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain bien sûr à 12h30 en direct sur Bismart.